Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e épisode, et oui déjà de Tous en selle, votre podcast sur l'actualité du cyclisme, le lien avec les résultats, les anecdotes et bien plus encore. À ma table, et comme depuis la création de ce podcast, il est surnommé The Rock, en lien avec sa veste du triple XL beaucoup trop grande pour lui, qui lui donne une carrure d'Alexander Christophe, mais à la retraite, monsieur Jesse Dinegro. Salut Tony, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Je vois que ça te donne le sourire un peu. Très belle intro, très belle intro. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on a eu pas mal de résultats ce week-end, donc on va commencer par notamment le samedi dernier où a lieu le Grand Strade Bianche, la presque non classique, comme les puristes aiment appeler. Ouais. Et si tu l'as regardé, dis-moi un peu dans quel état d'esprit tu étais avant cette course. Ben, c'est vrai que cette course a été assez intéressante parce qu'on savait qu'il allait avoir Tadej Pogacar. Ouais, forcément. Donc malheureusement quand Pogacar s'aligne sur une course, c'est pas pour finir deuxième. Donc je regardais évidemment les Strade Bianche en me disant bah il va gagner. Et bah Tony, je pense que tu vas en parler, mais bah il a pas raté sa course au final. Bah c'est ça, c'est-à-dire que on a eu forcément une victoire du grand Tadej Pogacar, mais pas dans la plus simple, dans sa plus grosse facilité. Bien au contraire, il a été victime d'une chute, Jesse, Qui n'a pas ralenti. qui ne l'a pas ralenti, mais qui aurait pu le sonner. Quand on voit les images de la chute, tomber à 50 km/h, c'est pas anodin, loin de là. Donc voilà, mais ça change rien. Voilà, il a attaqué, ou du moins Pidcock a attaqué à 78 km en profitant du train de Tadej Pogacar. Les trois hommes s'étaient extirpés. Donc on avait Connor Swift, la Ineos Grenadiers, on avait Tadej Pogacar et le Britannique Tom Pidcock. Bon, forcément, comme on s'en doutait, Connor Swift n'a pas suivi longtemps et c'est bien normal, il était membre de l'échappée Il finit matinale. même pas hors top 10, enfin, il finit pas dans le top 10. C'est normal, mais ça m'étonne pas. Le mec, dès qu'il a vu le peloton lui revenir dessus, à mon avis, il a mis chaise, tout simplement. Il a mis chaise. Mais je sais même pas s'il a terminé la course. Il a fini 13ème. 13ème, c'est quand même très beau. Ouais, Quand même très beau. Membre de l'échappée matinale, c'est très beau. Moins d'une minute du top 10 où ça. il y avait notamment Adria, Van Netveldt, etc. Exactement. Moi, j'aimerais bien avoir ton ressenti, Jesse, sur ton ressenti lorsque tu as vu Pogacar tomber. Parce que moi, honnêtement, la dernière fois que je l'avais vu tomber, ça datait du Giro d'Italia il y a 1 an et demi. C'est vrai. Toi, comment tu t'es senti? Comment est-ce que tu as vu la course après cette chute? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu Tom Pidcock qui a dit en interview d'après-course qu'il a attendu Pogacar. Donc ça, c'est hyper fair play. En fait, la question qu'on se pose avec Pogacar, c'est est-ce que justement, faut pas profiter des moments comme ça? Évidemment, c'est pas du tout sport, mais c'est tellement le seul moyen, on a l'impression de pouvoir battre Pogacar. Donc c'est vrai que c'est assez lunaire ce qui s'est passé. Je pense que il avait pas le temps pour tomber en fait, Pogacar. Il venait pour gagner, il a gagné. Quand on voit qu'il sort un peu, qu'il se remet sur son vélo, on voit qu'il a des égratignures, que voilà. On comprend quand même qu'il est touché, mais mentalement, il est encore là. Ça se voit qu'il est encore là. Et je pense que ça fait le plus gros du travail. Et de toute façon, il a tellement un niveau exceptionnel. On se posait la question, il y a encore quelques épisodes, de savoir qui était le meilleur sur une course d'un jour. Quand on voit le rythme qu'il met, il fait craquer Pidcock quasiment à la pédale au final, parce que il commence à attaquer, mais finalement ça la pédale. Complètement ça. Hein. Donc non, il est clairement au-dessus. Donc j'ai eu plus peur qu'il chute, et on va dire que ça ait un impact sur le reste de sa saison. Mais quand j'ai compris qu'il revenait sur le vélo, je me suis dit non, c'est pour gagner cette course, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est ça. Surtout que toujours dans l'interview d'après-course, Pogacar, il remet pas en question, mais il remet un peu il remet en cause tout simplement la fair play de Tom Pidcock, parce qu'il a dit clairement, il m'a attendu certes, mais il n'avait pas trop le choix. L'arrivée était encore longue, même Pidcock l'arrivée était encore loin, pardon. Donc c'était un peu dans son intérêt, mais il souligne quand même que c'est un coureur de grande classe. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, voilà, le résultat, on le connaît tous. Il a gagné avec moins d'avance que la précédente édition. Et on a aussi... c'est déjà pas mal, d'ailleurs, ce qu'il a fait comme avance, une 24 sur Pidcock. C'est pas... Voilà. Pas grand monde peut s'en vanter, en tout cas. Et il y a eu surtout, moi, la belle surprise, c'est Tim Wellens qui vient clôturer le podium. Il termine 3ème. Une petite réaction comme ça? Je pense que si Tadej Pogacar n'était pas là, il aurait peut-être gagné ce Strade Bianche, parce que
sur la fin, il a failli même revenir sur Pidcock quand il s'est extirpé du groupe dans lequel il était. Il était en vraie grosse forme. Je pense que s'il n'y a pas un Pogacar, peut-être qu'il aurait pu jouer la victoire finale au jour, enfin pas aujourd'hui, mais samedi dernier. Dans tous les cas, je pense que Wellens, ça fait toujours plaisir de le voir à ces places-là. Il a 33 ans. Et c'est un peu un homme de l'ombre, je trouve, malheureusement, dans le cyclisme, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bien placé dans beaucoup de courses d'un jour, qui va aider dans des grands tours et tout, et pourtant il a un vrai talent, et il sera malheureusement peut-être jamais aussi mis en lumière, enfin aussi bien mis en lumière que ce que ça pourrait être, tout simplement parce que il y a quelqu'un d'encore plus fort que lui dans l'équipe, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce soit un homme de l'ombre. Il a rejoint la plus grosse équipe du monde, avec les 3/4 ce sont des ovnis. Ouais. Il n'en fait pas partie, malheureusement, bien qu'il soit très fort. Donc c'est comment dire, c'est de la logique finalement. Exactement. C'est un leader il est à la Lotto, un leader de la Lotto qui quitte la Lotto pour aller à la UAE, c'est voilà. Et aussi la performance de Jordan Labrosse, qui a fini 17ème, premier 22 français, ans français. Premier français, Jordan Labrosse, qui découvre la course. C'est joli, c'est joli. Donc voilà. Côté des femmes, sans surprise. J'ai envie de dire, sans surprise, c'est la Hollandaise Demi Vollering qui a, sous ses nouvelles couleurs de la Groupama, dans la FDJ Suez, qui s'est imposée devant Anna van der Breggen et Pauline Ferrand-Prévot qui clôture ce podium. Alors ça, Jessie, très content et très heureux de la voir à ce niveau-là, personnellement. C'est les routes de terre, donc déjà c'est des chemins, on va dire elle est très familière avec ces chemins-là, donc il n'y a pas de problème pour Pauline. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle est venue sur la route avec de grosses ambitions et elle va faire le Tour de France Femmes cette année. Moi, franchement, je suis complètement fan de cette athlète. Elle a été énorme pendant des années en cyclo et compagnie. C'est peut-être d'ailleurs une des plus grandes sportives françaises de tous les temps. Elle a tout gagné plusieurs fois. Donc extrêmement content de l'avoir troisième. Et je pense que cette saison sur route, il faut vraiment, vraiment la surveiller. Parce que là, peut-être que pour elle, c'était juste un échauffement. Échauffement, oui. Mais voilà. Après, c'est vrai que la course des dames, elle a été surdominée par la FDJ. On a notamment Juliette Labousse qui finit médaille en chocolat 4e. La française d'ailleurs, deuxième française du coup avec Pauline. Et Evita Music qui fait 14e. Donc on a vu vraiment une équipe Groupama FDJ Suez, très solide. Totalement. Donc toujours dans les courses, pas d'un jour, mais dans les courses par étapes, on a Paris-Nice qui est parti des Yvelines dimanche dernier, donc une étape qui était promise aux sprinteurs. Et cette étape-là n'a pas dérogé à la règle, c'est Tim Merlier qui s'impose une fois de plus. Intouchable. Intouchable. Il avait dit dans une interview d'après-course qu'il se sentait pas si bien que ça après cette arrivée. Bon, c'est un peu limite narguant quand tu vois qu'il avait quand même 2-3 roues d'écart à l'arrivée. C'est le gars qui a 18 sur 20 et qui est dégoûté. Ouais, c'est un peu ce type-là. Il me fait penser à toi finalement. Abuse. Là t'abuses un peu. J'abuse un petit peu, mais voilà, quand tu dis que t'étais pas trop bien et que tu termines premier à une roue d'écart. Mais oui, c'est impressionnant, Et Arnaud Démare, premier français, deuxième. Ouais, je crois que c'est son 3e top 2 depuis le début de la saison. Il tourne autour à l'étoile de Bessèges et il a fait 2 top 2. Franchement énorme. Moi, j'en parlais un peu avec quelques amis. Je voyais bien pourquoi pas Alexander Christophe, mais malheureusement, il était vachement mal placé. Il était clairement pas dans les premiers. Donc, dommage. Là, j'ai le résultat sous les yeux et on voit Mats Petersen qui était pressenti favori qui termine 12e. Donc pas dans le top 10. Mais le placement a joué sur le sprint. C'était très houleux comme chaque arrivée au sprint. Mais du coup, on a vu que Tim Merlier, dans la suite logique de sa saison, continue à gagner sur des courses World Tour. C'est beau. C'est beau, est-ce que ça serait pas lui le sprinter de ce début de saison personnellement après Milan, mais est-ce que ça ne serait pas lui? On l'avait pré-shot notamment avec Vincent. On en avait parlé aussi dans une autre émission de Tim Merlier. C'est exceptionnel et c'est d'autant plus beau le fait qu'on en parlait au tout début de saison dans les vraiment premières courses parce qu'on sentait qu'il était déjà là. Là il confirme sur une des courses par étapes les plus connues du classement, enfin du World Tour, donc Paris-Nice. Maintenant on a toujours envie de voir ce que ça vaut
dans les courses les plus importantes, à savoir évidemment le Tour de France. Et ça, rendez-vous en juillet. Mais pour l'instant, oui, il est vraiment exceptionnel. C'est sa 4e victoire cette saison. Il en a gagné 2 en IAE Tour. Il en a gagné 2 à l'Aloula Tour. Et donc là, Paris-Nice, c'est déjà pas mal quand même en palmarès au début de saison. Ouais, c'est sûr. Après, attention, on n'a pas le plus gros plateau sprinter. Voilà. Mais on a des gros sprinters comme Philipsen, Peterson qui n'était pas dans le coup, Milan, Milan qui n'est pas là. Ça sera intéressant de le voir. Ils vont sans doute l'aligner sur le Tour de France, de voir un peu comment il va se comporter sur 3 semaines. Lui qui a vraiment du mal dans les bosses. Donc ça peut être intéressant, toujours pareil. Hein. Totalement. Et puis là, il va avoir aussi l'occasion de faire Paris-Roubaix, de faire les Flandres. C'est ça. Peut-être que ça sera aussi quelqu'un à surveiller parce que s'il a cette résistance, cette forme-là, peut-être qu'il pourra aussi chercher des succès hors Grand Tour. Exactement. On lui souhaite. Exactement, Jesse. Tu me fais la transition. En parlant de Paris-Roubaix, une mauvaise nouvelle est tombée hier, Jesse. Mauro Gianetti, le manager de la UAE, a affirmé, ou du moins n'aimerait pas voir Pogacar sur Paris-Roubaix, malheureusement. Bon, on s'en doutait. Il jouait un peu avec ça autour de sa com. C'était plus de la com qu'autre chose. On l'a vu sur la trouée d'Arambert il y a un mois. On espérait, on voulait, mais visiblement, on n'aurait pas, tout simplement. Et je t'avoue que Tony, on en avait déjà parlé aussi dans un précédent épisode, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis un peu déçu parce que Pogacar, 5 monuments, je pense que c'est quelque chose qui peut-être finira par arriver dans ce sport. Oui, honnêtement, oui. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas l'occasion de le voir sur les. Après, c'est pas sûr à 100%. Il ne souhaiterait pas le voir sur les paris, sur les pavés de Paris-Roubaix. Je pense que ça dépendra de la volonté de Pogacar. Ça dépend, de la volonté. Parce que honnêtement, un coureur comme ça, à mon avis, il fait pas ce qu'il a envie, mais il est quand même assez influent sur ses courses, les courses qu'il a envie de faire ou pas. Mais en tout cas, Paris-Roubaix ne semblerait pas y être sur le calendrier du jeune Slovène. Donc c'est assez dommage. C'est une nouvelle, moi, qui m'a un peu mis le cafard, tout simplement. Voir un Pogacar à l'attaque, voir son panache, j'aurais bien aimé voir comment ça aurait été. Moi, je t'avoue que je pense que si cette année, parce que là, il fait 4 monuments cette année sur 5, s'il gagne les 4, je pense que là, il y aura plus de discussions sur l'année prochaine. Il faudra aller la chercher complètement. Donc voilà, mais j'espère par conséquent qu'il va faire des bons résultats parce que si là, imaginons qu'il en gagne que 2, peut-être que le directeur sportif va encore se dire je vais pas l'aligner alors qu'il est pas capable de le faire. J'espère pour Tadej que cette année c'est que des victoires, mais évidemment la concurrence est présente, que ce soit sur Liège avec Remco ou les Flandres avec Van der Poel. C'est ça. Bon, oui, c'est ça. Mais après. Voilà, à mon avis, Paris-Roubaix, comme depuis toujours, c'est un spectacle exceptionnel, qu'il soit là ou pas, on va se régaler en tous les cas. Et il y en a un autre qui s'est régalé, c'est Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, je pense que tu as vu la news passer, il a bouclé le semi-marathon de Paris en 1h13, une performance juste énorme, quand tu vois que des gens comme Alexis Bury mettent 2 heures à le boucler celui de Nice, pour pas faire de comparaison, 1h13 pour Vauclair, énorme, à croire qu'il a récupéré ses cannes de lorsqu'il était chez Europcar, 4e de sa catégorie. Je pense que quand on est cycliste, dans tous les cas, on a un cardio bien plus développé que les autres. Et je pense qu'il a à peine eu besoin de faire un peu d'entraînement, ça le faisait tout seul. Je suis assez d'accord avec toi. Mais après, c'est comme les grands sportifs, les Bichente dans le foot ou autres, qui font encore du sport à fond. Leur vie, en fait, c'est le sport. C'est ça. Mais je crois Jalabert aussi. Ouais, c'est ça. Jalabert, il continue à rouler, je crois. Champion du monde Ironman dans sa catégorie d'âge. Dans sa catégorie, l'année dernière. Du coup, 1h13 semi-marathon de Paris. Ouais. C'est beau. Ouais, complètement. Et bon, je signe. Avant le départ, tu me dis ça, je signe, mais voilà. Et puis cette année, on attend sur les sélections européennes et championnats du monde. J'espère qu'il sera autant bon que sur ce marathon. C'est un vrai bon sélectionneur. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait ouvrir le débat de savoir si c'est le meilleur sélectionneur français un jour. T'aimes bien ouvrir les débats de qui est le meilleur que qui, ça, c'est beau. Ouais, parce que Vauclair, quand même, la stratégie, la communication, quand il arrive en Australie en short claquette. Ouais, il a affirmé son style, ça c'était bien, c'est sûr que ça change d'un Cyril Guimard. Bref, Jesse, on va passer au très célèbre Qui suis-je. Ce jeu est repris dans le monde entier, grâce à nous bien sûr, on va pas s'inventer, mais évidemment. Voilà. Donc Qui suis-je, toujours pareil, je vais te faire une ribambelle de questions, et on va voir en fonction des indices que je te donne, si tu arriveras à trouver le coureur. On commence ? Alors, je suis un coureur passé pro en 2020 du côté de la formation espagnole Ken Pharma. Ouais. Ok. Est-ce
Est-ce que tu peux visualiser à peu près le Je type vois de à peu coureur près que ça peut être? l'équipe que c'est, ouais. Ok. Je me suis illustré sur les routes d'Occitanie 2 ans plus tard en remportant la 2e étape en Ouais. 2022. Ça, c'est vachement dur, ouais, parce que c'est pas la course la plus suivie. C'est pas la course la plus suivie, mais ça en dit long souvent sur la forme d'un coureur. J'ai été vainqueur en 2024 du Grand Prix de Wallonie. Ah, intéressant. Sous mes nouvelles couleurs de la Red Bull Bora. Ouais. Voilà, donc pour te remémorer un peu Et tous les donc, indices. Can Pharma, Ken mais Pharma. il est espagnol. Bora, il est espagnol, Il est forcément. espagnol. Maintenant, la Bora. Espagnol, Bora. Ah, intéressant. Je vois pas, en termes d'espagnol, il y en a. Depuis 2024, en fait, c'est assez récent. Ok, donc, mais la saison dernière, il a commencé donc à la Bora ou c'est. Oui. Ok. J'avoue que espagnol Bora. Mais je pense que tu vas commencer à tilter sur le dernier et prochain indice. Ouais. J'ai fait un top 10 sur Strade Bianche Cette année? cette année. Alors, est-ce que j'ai par hasard cité son nom tout à l'heure? Est-ce que tu as quoi? Est-ce que j'ai par hasard cité Je son ne nom? peux pas te répondre, moi je peux juste te répondre en Est-ce qu'il fonction. a trouvé Johan qui est en studio? Johan qui est en studio ne l'a pas trouvé. Ok, est-ce que c'est Roger Adria? Est-ce que c'est Roger Adria? Je peux voir ton ordinateur sous mes yeux s'il te plaît? Ok, ça va, Pro Cycling Manager qui est allumé. Bon, on va te l'accorder, c'est bien. Tu as dit accidentellement tout à l'heure Roger Adria Eh qui oui. avait fait un top 10, donc C'est le seul espagnol que j'avais en tête, par Ouais. conséquent. c'est ça. Mais du coup, oui, tu as trouvé Roger Adria qui s'est illustré sur les routes italiennes samedi, qui vient faire un top 10. Pas mal pour un mec qui redécouvre un petit peu ces routes italiennes. Et puis surtout, jeune. Donc, Jeune, oui, c'est ça. ça joue beaucoup. Je pensais que tu allais me faire Jeune, deviner. 26 ans quand même, hein, 98. 26 Ouais, ans. c'est vrai, Donc, c'est vrai. Il a percé un peu plus tard que des Ouais, que vrais la jeunes. moyenne, Ouais. mais voilà, moi j'ai tenu à mettre notamment qu'il s'était illustré sur les routes de l'Occitanie, car tout simplement c'est chez moi. Oui. Voilà. Et qu'il avait été impressionnant sur cette arrivée en boss du côté avec son équipe Can Pharma. Mais tu vois, je pensais qu'en termes d'espagnol, t'allais me faire deviner. Alors, j'ai plus son nom justement, et là, t'aurais pu m'avoir. Sur le. À la Vuelta, il y a une équipe invitée avec un coureur qui a gagné des Castrillo. étapes. Voilà. Ouais, Lui, non. ça aurait pu être intéressant. J'aurais pu, mais il était pas trop dans l'actualité, ça aurait été vraiment un C'est peu. vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ça Mais aurait été là, un peu ouais. compliqué pour toi. Mais Top du 10 coup, Strade Bianche, ouais. Strade Bianche, voilà, tu l'as dit tout à l'heure accidentellement. Bravo, ça t'a bien souri. Donc voilà, grâce à ce coup de chance, tu sonnes la fin de cette 7e édition, épisode de notre podcast Tous en Selle. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec à la présentation Monsieur Alexander Christophe retraité, Jesse Dillegro. Merci, Tony. Joli Strade Bianche, joli. Il avait Royer Lascano. Ça aurait pu, mais tu sais que ça aurait pu. Hein. Ah, mais c'est pas la bonne équipe. Bah,